Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent votre émission du dimanche soir sur Sud Radio. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous un des grands journalistes qui ont contribué au rayonnement du paysage de l'audiovisuel français et pas que. Incontestablement, un homme politique, tout simplement homme engagé pour les causes qui lui semblent justes. J'ai bien nommé Jean-Marie Cavada qui vient se raconter et vous raconter quelques clés de son savoir-faire. Dans cet excellent, nous vous racontons les parcours et les destins des créateurs qui ont choisi l'excellence comme leitmotiv, et ce, quel que soit leur secteur, car l'excellence ne connaît pas de barrière, vous le savez bien. Et puisqu'il faut la dynamiser, cette France que nous aimons tant, c'est aussi par les bonnes idées qu'on fait avancer les choses. Et lui, il n'en manque pas. En seconde partie d'émission, c'est Romain Martin, le jeune cofondateur de Murphy, le spécialiste du reconditionnement électroménager, qui vient nous raconter son excellente ascension à la tête d'une entreprise éco-responsable et inscrite dans la contemporanéité. En Bullard et manière, on va essayer virtuellement, hélas, de superbes chaussures sur mesure, une plongée au cœur d'un savoir-faire français aujourd'hui, avec le bottier Georges et Georges et sa fondatrice Anne Garnier. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Jean-Marie Cavada. Bonsoir à vous tous et sur la route. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Jean-Marie Cavada, on va évidemment parler de vous et de votre parcours un peu hors norme, il faut le souligner. Mais avant cela, je voulais évoquer un peu l'actu de ces derniers jours avec vous. À commencer d'ailleurs par le pugilat entre Audrey Pulvar, qui est une ancienne journaliste devenue femme politique, et notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, Jean-Marie Cavada ? Ça ne m'inspire rien, c'est un non-événement, ce sont les broutilles des rivalités électorales. Bon voyage à chacun d'eux. D'accord, bon ça c'est dit. Il y a aussi le récent concours d'anecdotes entre notre président et les youtubeurs McFly et Carlito, vous avez vu ça ? Alors je n'ai pas vu directement, mais j'ai vu des extraits repris par les réseaux. Oui. Le président de notre pays, il a un tropisme formidable quand même à jouer les gamins. Ouais. Et d'ailleurs, il se débrouille pas mal, franchement. Ouais. Il se débrouille pas mal. Je le connais parce que c'est un Européen. Et je trouve simplement qu'il y a une limite, c'est qu'il faut assumer le statut du haut de la stature. C'est ça. C'est du haut de la statue. Du haut de la statue. Tout ce qui tente à dire qu'il faut se rapprocher des gens en faisant, disons, en prenant le masque des gens, en prenant le costume des gens, Non, chacun doit être à sa place. On n'élit pas un président pour être un youtubeur. On est bien d'accord. Donc finalement, une politique, la politique qu'on connaît actuellement, qui s'adapte totalement aux moyens de communication de notre époque. Là, en l'occurrence, on est en pré-période électorale, donc pour aller toucher les jeunes. Est-ce que c'est pas une sorte de dilution finalement de la position respectable ? Si ce n'est pas accompagné d'un programme, vous avez raison. Ouais. Dans son cas, je pense qu'il y a un tropisme à chercher, le programme. Et d'ailleurs, la façon dont le gouvernement est lui-même d'abord, parce que ne nous trompons pas, c'est quand même un régime très centralisé que nous avons en France. La façon dont notre pays s'est comporté, l'État s'est comporté avec les jeunes de façon peut-être un peu insuffisante, notamment pour les générations qui est à la porte du travail. Tout à fait. Il y en a maintenant 2, c'est pas bien. Mais la façon dont l'État a assumé les responsabilités de tous ceux que le Covid a mis sur le carreau, non seulement il n'y a rien à dire, mais il n'y a pas beaucoup d'États au monde qui en ont fait autant. On est bien d'accord avec ça. Jean-Marie Cavada, la communication, c'est un mot qu'on entend en fait à peu près à tort et à travers depuis des années. C'est devenu un mot un peu galvaudé dont tout le monde se sert, parfois dangereux, en particulier sur Internet. Donc on va en venir d'ailleurs à votre travail actuel. Vous présidez un institut que vous avez lancé vous-même en 2020, l'Institut des droits fondamentaux pour le numérique, le IDF Rights, qui travaille, je vous cite, à faire respecter les droits fondamentaux des citoyens et la souveraineté numérique des entreprises européennes. Pourquoi est-ce que c'était important de créer cet institut ? Si vous regardez bien le monde dans lequel nous vivons, oui. Il est assez simple à décrypter. Je veux dire par là que tout ce qui est autorisé dans la vie virtuelle ne l'est pas dans la vie réelle. Et je vais être plus sévère, je vais prendre l'inverse. Tout ce qui est interdit dans la vie réelle, vous et moi et M. Murphy autour de cette table, pour ne parler que et des 2 personnes qui nous font travailler, oui. Eh bien, nous ne ferions aucune des choses que les plateformes se permettent sur la vie virtuelle. Donc il ne s'agit pas d'être contre le numérique. Je suis contre l'exploitation du capitalisme numérique hors la loi, des cow-boys. Oui. Parce que si vous regardez, par exemple, les règles de la concurrence, si M. Murphy, demain, devient une multinationale, eh bien, il ne pourra pas étouffer ses concurrents. Il sera bien obligé de compter avec eux, de dealer avec eux, de faire... voilà. Eh bien, ce que font les GAFA, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on rachète, d'une part, on étouffe, d'autre part,
On tient captifs les consommateurs, troisièmement, et on les exploite à leur insu, car je veux rappeler que depuis 20 ans, les plateformes sont des voleurs. De données, Pas toutes, mais beaucoup de plateformes sont des voleurs de données. C'est-à-dire que quand vous envoyez des messages sur les plateformes, eh bien, ce qu'ils pompent, c'est vos données pour les agréger et faire des profils, notamment publicitaires, mais demain des profils politiques. Qui rentrent dans des algorithmes, en fait, c'est ça? Qui rentrent dans des algorithmes, dans des profils de sécurité, c'est-à-dire, c'est un peu l'antichambre d'une surveillance de masse. Et donc, pour moi, le numérique, c'est formidable. L'exploitation du numérique ne l'est pas. Il faut donc la faire rentrer dans une régulation, et notamment en Europe, et ça porte sur 2 domaines. La régulation des contenus, on n'a pas le droit de tout faire, et la régulation des règles du commerce, on n'a pas le droit de tout faire. Et puis, il faut payer ses impôts, quoi, aussi. Alors, par ailleurs, dans la régulation du commerce, il faut payer ses impôts. Alors, il y a des bonnes nouvelles ces jours-ci, cette semaine. Nous sommes à l'issue de la semaine, donc ça va, là, on peut faire se retourner, regarder le rétroviseur. Jean-Marie Cavada. Oui, mais l'Allemagne vient de déclencher, mardi de cette semaine qui vient de s'écouler, une action, le fameux Kartelamt, comme on dit en allemand, c'est-à-dire l'autorité de la concurrence et de lutte contre les cartels, parce que l'histoire de la guerre allemande est aussi une histoire de la soumission des grandes industries allemandes au nazisme. Donc, ils sont très vigilants. Eh bien, le Kartelamt vient d'attaquer Google, parce que Google remplit toutes les cases de l'écosystème, c'est-à-dire plateforme, c'est-à-dire cloud, c'est-à-dire service X ou Y. Google remplit presque toutes les formes. Et le lendemain, c'est-à-dire mercredi de la semaine qui vient de s'écouler, et puisque nous sommes dimanche, eh bien mercredi, ça a été la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire qu'un procureur général de Washington a engagé des poursuites carrément, c'est-à-dire aux États-Unis. Aux États-Unis aussi. Ça change la donne, ça. C'est-à-dire que si les États-Unis arrivent à l'idée que nous devons faire rentrer le numérique dans un système de valeurs qui sont les valeurs humaines, le numérique, ça n'est jamais qu'un instrument. Je veux pas être le smartphone de mon smartphone. Je veux que le smartphone soit mon outil, pas ma surhumanité. Eh bien, il faut édicter des règles. Les États-Unis viennent de lancer plusieurs procédures depuis déjà 1 an, mais la dernière, la plus méchante, est celle du procureur général de Washington pour un procès en concurrence qui ne s'appelle d'ailleurs pas comme ça dans sa formulation, ce qui est très étonnant, très intéressant. Suspicion de monopole contre Amazon. D'accord. C'est-à-dire, tel que je vous vois faire, vous, Amazon, dit le procureur. Je soupçonne que, et d'ailleurs, tous, je vois d'ailleurs que Romain est en train d'opiner du chef, comme on dit comme on disait chez Molière, c'est-à-dire d'approuver. Eh bien, oui, il faut que tout ça rentre dans les règles normales de la concurrence. Un marchand de chaussures veut pas ramasser tous les magasins de chaussures et éliminer tous les concurrents et les clients. Eh bien, eux, si, il faut mettre de l'ordre dans cette affaire. C'est ce que l'Europe est en train de faire. L'Europe a été pionnière, d'ailleurs. Ça a commencé presque il y a une vingtaine d'années. Un peu grâce à vous Alors, dans la dernière étape, oui, un peu dans la dernière étape, sur 3 ou 4 points, les lanceurs d'alerte que j'ai beaucoup défendus et que j'ai réussi à faire voter, le RGPD, le fameux Règlement général de protection des données, qui est compliqué pour les petites entreprises, je le reconnais, mais qui est essentiel pour la protection des individus. Et puis, surtout, ce qu'on appelle la directive, c'est-à-dire qu'en bon belge, une directive, c'est une loi, la loi droit d'auteur, pour que les fabricants artistiques de contenu, les auteurs de contenu, soient rémunérés au prorata du chiffre d'affaires dans un pays, un pays donné, et puis les droits voisins, c'est-à-dire pour que les auteurs des articles de presse soient rémunérés eux aussi, les entreprises et les auteurs, de façon à ce que la presse, qui est en train d'être étouffée par les... Il faut savoir aujourd'hui que pratiquement 40%, 60% des recettes publicitaires aujourd'hui sont parties sur le numérique, et essentiellement Google qui en a déjà lui seul les 2 tiers des 60%, c'est chez Google, le reste c'est Facebook, et sans compter les autres qui arrivent. Et donc la presse qui perd des lecteurs en kiosque. Il y a beaucoup moins de gens qui vont acheter les journaux. De moins en moins, en tout cas. Et comme ils n'ont pas démarré assez tôt eux-mêmes, c'est leur faute d'ailleurs dans le numérique. L'adaptation, bien sûr. L'adaptation. Et bien maintenant, il leur reste 40% de marché publicitaire. Ils mourront. Et si la presse meurt, la démocratie boite. Oui, ça c'est certain. Alors, le virtuel, cette ère du virtuel, c'est aussi le retour de la fameuse lettre anonyme, finalement, puisqu'il y a des gens qui se permettent de faire des commentaires très extrémistes sous couvert de l'anonymat. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, Jean-Marie Cavada ? Alors, les Européens, moi je suis un Européen, et parce que je ne crois pas à la survie d'un État ou à la puissance d'un État en dehors de l'Europe, même si l'État doit avoir sa personnalité. Bien sûr. Mais l'Union, c'est une alliance. Vous avez quelqu'un dans votre vie, vous ne lui ressemblez pas, mais vous avez le même intérêt. C'est ça, l'union de 27 pays qui sont très différents les uns des autres, très riches de cultures individuelles et très différents. Un Hongrois, il a une culture à la fois austro-hongro
et encore un peu ottomane, il en reste quelque chose de l'occupation des Ottomans il y a quelques siècles, eh bien, on est unis pour une même et unique chose. La culture européenne, ça se résume à une chose très simple. Nous ne parlons pas les mêmes langues, nous n'avons pas les mêmes poètes, nous n'avons pas les mêmes musiciens, nous n'avons pas les mêmes auteurs de théâtre. Alors comment on fait, Jean-Marie Cavada? Eh bien, tous ces gens-là, ce sont des gens qui se sont bâtis en luttant pour leur liberté. Toutes ces cultures, la démocratie, quoi. Mais oui, là, la liberté. La liberté. Et ils en ont déduit un système qui est en effet la démocratie. Et, voilà. Et la base de la démocratie, c'est qu'aucun d'entre nous ne veut être prisonnier. Nous voulons être libres. Libres individuellement, libre collectivement, je veux adhérer à un syndicat. Aussi, Non, je veux adhérer à un syndicat, un parti politique, aller dans une église. Je veux pas être... si je suis femme homosexuelle, homme homosexuel, si je suis hétérosexuel ou si je suis asexuel, je ne veux pas qu'on m'ennuie avec ça. Je veux être protégé si quelqu'un m'ennuie. Tous ces systèmes de valeurs-là, aujourd'hui, c'est exactement ce que le net, malgré lui, contrebat. Ne respecte pas. Ne respecte pas. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est du fric. Le clic rapporte. Le clic rapporte. Oui, donc... Alors on laisse tout passer. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très compliqué parce que cette façon de déverser des horreurs, dont le sommet a été l'attaque du Capitole le 6 janvier à Washington, qui est quand même, je dirais, tant mieux. Qui est un peu le summum, effectivement. Oui, je dirais d'une certaine manière, Trump a servi à quelque chose, malgré le champ de ruines qu'il a laissé dans certains secteurs. Pas tous, mais certains. Eh bien, il a servi à montrer que les réseaux, sortant des rails de ce qu'on pourrait appeler la liberté d'expression, qui a pour corollaire, pour tout le monde, la responsabilité d'expression. Eh bien, si on sort de ces rails-là, c'est très dangereux, quoi. On détruit la démocratie. Oui, on la détruit. La démocratie, c'est quoi? C'est le fait que je suis un héritier de l'ensemble et je participe à la construction de l'ensemble. C'est la citoyenneté aussi, en fait. C'est la citoyenneté pour construire une démocratie, et je respecte les règles que j'ai voulu bâtir, vous voyez. Et j'ai pas le droit d'insulter. Voilà, je respecte nos propres règles. J'ai pas le droit d'insulter, j'ai pas le droit de discriminer, je n'ai pas le droit de remettre en cause le négationnisme, de remettre en cause la Shoah, je n'ai pas le droit d'insulter les musulmans, je n'ai pas le droit d'insulter... Sans interdiction, on n'est pas libre, en fait, Jean-Marie Cavada. C'est exactement la formule. Merci pour ce partage. Vous êtes bien sur Sud Radio, et nous aussi, c'est excellent ce soir aux côtés de Jean-Marie Cavada, rejoint dans pas très longtemps par un jeune entrepreneur déterminé à découvrir Romain Martin de chez Murphy. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent, avec le journaliste émérite et homme politique engagé Jean-Marie Cavada, qui sera bientôt rejoint par l'entrepreneur innovant à la tête de Murphy, Romain Martin. Avant tout ça, dans un petit quart d'heure en Bullard et Manière, du savoir-faire comme on l'aime, et l'art de la chaussure sur mesure avec le bottier Georges et sa fondatrice Anne Garnier. C'est excellent tout ça. Bienvenue chez vous si vous nous rejoignez. Jean-Marie Cavada, je vais vous resituer un petit peu pour mes auditeurs. Vous avez entre autres expériences excellentes et multiples, je tiens à le souligner, dirigé l'information d'Antenne 2 à partir de 1986, donc le service public, où vous avez lancé notamment cette émission que moi je connais très bien et que certainement les gens de ma génération aussi, La Marche du siècle, qui a été un des gros cartons de la télévision française, qui a duré très longtemps, de la fin des années 80 à début 2000. Émission que vous avez animée jusqu'au moment où vous devenez d'ailleurs directeur de Radio France ensuite, en 1999, c'est ça. La Marche du siècle, c'était vraiment le rendez-vous des Français pendant très très longtemps. C'est quoi la raison de ce succès? Comment on fait pour qu'une émission dure aussi longtemps? C'est une très jolie histoire dont je ne suis qu'une sorte de véhicule. Dans les années 80, en 1981, je vais avec mon équipe, je dirigeais l'information de TF1 à l'époque, en 80-82. Nous recevons, avec mon équipe magazine, Michel Toulouse, Jean-Claude Paris, etc. Nous allons à New York recevoir un Emmy Award pour un document qui reste encore aujourd'hui consulté et qui s'appelle Les trottoirs de Manille. Il y en avait un deuxième d'ailleurs qui était en concours aussi, qui s'appelait Charter pour l'enfer, tout ça étant sur les réseaux de pédophilie en Asie notamment. Et là, recevant ce prix, j'explique que c'est un cycle pour moi qui est parcouru et que la prochaine étape où on se retrouvera, dis-je devant le jury américain dans une grande salle, je crois que c'était au Lincoln Center. Et là, je me dis, tu ne vas pas te tourner en rond comme patron d'information toute ta vie. Maintenant, il faut changer, il faut essayer d'intervenir et changer progressivement des éléments de programme, apporter de la nouveauté de la société dans les programmes de la télévision. Les programmes, c'est-à-dire ce qui se diffusait à partir de 20h30 à l'époque, 21h aujourd'hui. Et je travaillais de temps en temps pour CBS.
Oui. J'avais décidé de quitter la télévision en 82. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Non, ça a duré 5 ans. Je travaillais pour CBS de temps en temps. Je les aidais à installer leur bureau en Europe, en face de leur concurrent ABC et de mon ami Pierre Salinger, qui avait été un porte-parole de Kennedy d'ailleurs. Donc c'était un gros poisson. Hein. Ouais. Et les gens de CBS, un ami me dit un jour où j'étais à New York, j'y allais une semaine par mois, me dit... tu devrais venir à une conférence de Bethesda. Bethesda, c'est la grande hôpital, un des grands hôpitaux de New York. Je vais à une conférence et c'était pour moi lunaire. Sur la scène, je prends un peu de temps, pardonnez-moi pour le raconter, parce que ça me dépasse évidemment. Bien sûr. Sur la scène, il y a des patients, oui. Ils étaient 3 ou 4, des chercheurs du CDC d'Atlanta, le centre de recherche pour les épidémies d'Atlanta. Et je découvre avec stupeur que les patients, les malades, en savaient plus que les médecins ou les chercheurs. Il y avait des médecins soignants, puis il y avait des chercheurs, hein, ceux qui travaillaient sur les cellules. Oui, bien sûr. Et je me suis dit, là, c'est le changement de la société. Désormais, on entre dans une société où désormais, les gens vont être les meilleurs experts de leur propre vécu. Et les théoriciens, hein. Je sais pas, non, c'est ce que j'ai vu qui m'a apporté ça. Et les théoriciens qui connaissent bien les problèmes, mais qui ne les vivent pas avec toutes les nuances que ça suppose, vont devoir tenir compte. La médecine va changer. J'ai réfléchi un peu, j'ai conçu ça, et quand 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, après que j'ai créé avec Philippe Ramon la 5 privée de Lagardère, Berlusconi, R5, etc., où je voulais faire l'équivalent de CNN. En 86, je reviens. Je ne voulais pas travailler avec ces capitalistes-là qui n'étaient pas très bien, qui étaient un peu fous. Ils étaient fascinés par les stars, par les mannequins, par la musique. Enfin, bon, bref. Et j'avais dit à Lagardère, d'ailleurs, vous allez vous ruiner, mon cher. Ça n'a pas manqué. 3 ans plus tard, la chaîne s'arrêtait, ou 4 ans plus tard. Il faut de l'authenticité pour marcher dans ce métier, Jean-Marie Cavada. Il faut être libre. Et moi, j'avais déjà commencé à acquérir les conditions de ma liberté. Donc, ça, c'est les conditions, y compris matérielles. Bien sûr. Hein, donc, j'avais créé une société. Pendant les temps où j'avais quitté la télévision et avant d'y revenir. Je dirigeais une grosse compagnie de cinéma donc, qui s'appelait Parafrance, qui m'a permis d'apprendre le métier de la production des fictions, c'est-à-dire... C'est autre chose encore. Oui. Et puis j'étais administrateur d'un grand groupe de publicité pour m'apprendre ce que c'était que la publicité, puisque c'est un des éléments de ressources des chaînes de télévision. Vous ne pouvez pas être patron si vous ne savez pas ce que c'est que la fiction, qui rassemble le plus d'audience. L'information, je connaissais, la fiction, je ne connaissais pas, la publicité, je ne connais pas. Bon, vous aviez envie de vous donner d'autres cordes à votre arc, en fait. Oui, je voulais devenir patron, ce qui fut fait. Oui, et quand je reviens en 86, je mets en route l'année suivante, en 87, cette émission équilibrée sur les sachants et ceux qui ont vécu. Je dois ce principe de la marche aux gens que j'ai vus ce jour-là de 1982 au CDC d'Atlanta. C'est une belle histoire. Hein. Au CDC de New York avec les chercheurs d'Atlanta. D'accord. Incroyable. Alors Jean-Marie Cavada, on le dit, vous êtes un créateur de concept, vous avez aussi énormément contribué en son temps au succès de la fameuse émission 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Oui, on l'a créé avec Michel Toulouse, avec Jean-Louis Burgat, enfin bref. Et vous vous êtes toujours entouré des meilleurs. Alors c'était important quand même de parler de quelqu'un qu'on connaît très bien ici sur Sud Radio, notre directeur général, Patrick Roger, à qui vous aviez donné la présentation et la rédaction en chef de la matinale de France Inter en 2001, puis la direction générale de France Info en 2007. Donc c'est ça finalement, pour réussir, il faut s'entourer des grands journalistes, des grands hommes de médias je veux pas mettre Monsieur Patrick Roger mal à l'aise, mais ce sera de votre faute. Allez-y, on a le droit. C'est un de ceux, il y en avait 2 ou 3, 4 même dans cette maison, dont je voyais bien qu'ils avaient l'étoffe de devenir rapidement patron. Ils étaient mûrs. Oui. Et je ne me suis pas trompé. Enfin, ils ne m'ont pas trompé, pour être plus juste, plus exact, parce que en responsabilité, ils ont pensé beaucoup plus à eux trucs qu'à eux-mêmes. Et parfois, ils ont fait les 2 métiers, c'est-à-dire un peu d'antenne et beaucoup de responsabilité. C'est ce que continue à faire Patrick Roger, d'ailleurs. C'est ce que continue à faire, oui. Et ça marche très bien. Je veux dire, il fait beaucoup d'antennes. Oui, mais moi, je pense que... Alors, ça dépend aussi de son courage physique, parce que c'est physiquement éprouvant. C'est éprouvant, la matinale. Mais bon, ça a un temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est très important, c'est que je continue à défendre, comme Hervé Bourges l'a fait en son temps, ce que moi j'ai toujours pensé, c'est qu'un bon patron, c'est quelqu'un qui vient du reportage.
D'accord. dans les médias. Qui est sur le terrain. Vous ne pouvez pas faire un bon présentateur s'il ne vient pas du reportage, s'il n'est pas allé sur le terrain, s'il n'en a pas le langage et le rythme surtout. Le rythme, c'est-à-dire la façon de s'exprimer, la façon de chercher les idées. Au bout d'un certain temps de reportage, vous cherchez des idées originales, pas les idées battues que vous allez trouver dans tous les médias, vous voyez. Bien entendu. Et il y avait une deuxième chose, c'est que c'était quelqu'un, Patrick, que je voyais, ou plutôt dont je savais qu'il écoutait beaucoup. Mais il y en avait d'autres. Il y avait une fameuse bande, il y avait Delannoy, il y avait Tiskiewicz, il y avait c'était une, comment dirais-je, une équipe de très grande qualité. C'était de la race des futurs patrons, c'est clair, oui. Et vous vous êtes pas trompé. Et on est content de notre patron. Oui, ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent aller plus loin. Ils sont jeunes encore. Ils peuvent aller plus loin. D'accord. On va voir ce que ça devient tout ça. Oui, je reviendrai en deuxième semaine. Voilà, c'est ça. Dans un an, 2 ans, 3 ans. Jean-Marie Cavada, est-ce que vous aimez les chaussures? Alors, non, pas... Enfin, oui, peut-être regarder... oui, bah voilà, vous avez de la belle pompe quand même. Hein, ça alors, non, vous ne me verrez pas faire la queue dans un magasin pour aller chercher la dernière chaussure à la mode. Il n'y a pas la queue chez Georges & Georges parce qu'on est au cœur du savoir-faire. On va rejoindre d'ailleurs Anne Garnier, la fondatrice de l'excellent bottier parisien. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Bonjour Anne Garnier, bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour à vous aussi. Alors Anne Garnier, vous avez fondé Georges & Georges en 2015 en quittant votre poste de banquière, j'ai appris ça, pour vous associer à un bottier formé par les Compagnons du Devoir, d'ailleurs bottier de grand talent. J'ai envie de dire, mais quel mot je vous a piqué? L'amour, tout simplement. L'amour, c'est une histoire d'amour. C'est un bon moteur, l'amour, en fait. Mais l'amour, ça pique pas. Non, a priori, mais ça peut faire changer de trajectoire, Jean-Marie Cavada. Alors, Anne Garnier, vous vous êtes spécialisée dans les souliers pour hommes et sur mesure, hein, bien évidemment. Pourquoi ce choix? Alors, en fait, on est plutôt en demi-mesure. Pourquoi ce choix? En fait, nous avons réalisé qu'il y avait un marché et surtout une envie de notre part et de la part de nos clients sur des chaussures qui seraient extrêmement personnalisables tout en restant accessibles financièrement et de très bonne qualité. D'accord. Voilà, on a décidé de se lancer sur ce créneau et surtout, on avait terriblement envie de faire ce que l'on aimait et de le faire ensemble. C'est beau, les histoires de passion. Hein. C'est pas que de l'amour, c'est de la passion aussi pour ce que vous faites, hein, tout ça, Anne Garnier. C'est un mélange des deux. Alors, être artisan, enfin maître d'art, pourrait-on souligner dans votre cas, hein, presque, j'ai envie de dire, c'est œuvrer pour la défense du patrimoine vivant aussi. Est-ce que c'est un sujet important pour vous, Anne Garnier, chez Georges & Georges? C'est primordial, la défense de la main, la défense du savoir-faire et la transmission. Comme vous le savez, les compagnons sont très attachés à cette transmission. Vous avez des apprentis chez vous? Tous les ans, oui. Toujours des compagnons, enfin des futurs compagnons. Oui. Et effectivement, transmettre le savoir pour nous, ça fait vraiment partie de notre ADN. C'est obligatoire, quoi. Sinon, ça ne fonctionne plus, on est bien d'accord. Exactement. Et à tel point que le fils d'Olivier est lui-même compagnon. Et il a suivi le chemin de papa. Et l'un de ses fils a suivi le chemin de papa, oui. Ah, ça, c'est vraiment la plus belle preuve de l'excellence, hein, pour moi, quand on arrive à faire suivre ses enfants, c'est qu'on est bon quand même, parce que c'est pas toujours évident. En tous les cas, on est bon pour transmettre sa passion. Voilà, et après, ça. Quand on est passionné, on arrive à être bon. Jean-Marie Cavada, une belle chaussure, c'est le détail incontournable d'une belle tenue masculine quand même. Ah, mais je ne suis pas en train de vous dire que je voyage en tongs. Je ne vous verrai pas du tout en tongs d'ailleurs. Vous avez bien raison d'ailleurs, ni même en Bermuda, vous avez bien raison. Mais je trouve assez facilement ma satisfaction dans là où j'ai mes habitudes, mais je ne suis pas étranger à découvrir. D'accord. Alors, Anne Garnier, est-ce que vous auriez par exemple un modèle phare que vous nous conseilleriez, par exemple pour Monsieur Cavada, une chaussure basse peut-être? On vous entend plus. Ah, pourtant je suis là. Ah, ça y est, vous voilà. Donc, est-ce que vous auriez un joli petit modèle à nous montrer? Alors, je vais vous chercher ça. Je vous demande une petite seconde. On est sur de la chaussure en cuir sur mesure ou demi-sur-mesure. Voilà. Fabriqué avec du cuir français. Pour rentrer un peu dans la technique, on est sur du cousu de cuir, etc., etc. Les calcéophiles comprendront. Vous me voyez quoi? Oui, on vous voit. Allez-y. Les calcéophiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les collectionneurs de chaussures, les passionnés. On aura appris un mot aujourd'hui. Oui. Moi aussi, je vous avoue. Allez-y, Anne Garnier, montrez-nous ça. On a encore un tout petit peu de temps. Ok, alors on a par exemple là un modèle qui s'appelle un double boucle, qui existe très classiquement dans beaucoup de marques et qui était plus ou moins créé par Loeb. Sauf que nous avons décidé de faire une double boucle avec une seule patte. Oui. Et l'avantage de ce soulier, comme beaucoup des nôtres, en fait, on réinvente les classiques. D'accord. En les modernisant avec des petites pointes. Avec du contemporain, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que de prime abord, le soulier peut sembler classique. Oui. Mais quand vous le regardez dans le détail, vous avez des lignes un peu plus modernes. Bien sûr. Et surtout, par exemple, sur ce modèle, vous avez la possibilité en 10 secondes de changer la patte pour en mettre une autre d'une autre couleur. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup, Anne Garnier. Je rappelle qu'on peut vous retrouver, Georges et Georges, donc au 47 rue de Verneuil, dans le 7e à Paris. 41, je ne sais pas pourquoi j'ai noté 47. Et sur votre site, donc Georges sans S, _du6, Georges avec un S.com, c'est bien ça ? Exactement. Très bonne journée à vous, prenez soin de vous, merci. Sud Radio, c'est excellent et on le prouve en compagnie d'un des très grands journalistes de notre pays, Jean-Marie Cavada, et d'un entrepreneur à la vision concrète, on va le découvrir, Romain Martin. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio et c'est la deuxième partie de votre émission. Nous avons débuté avec Jean-Marie Cavada, le journaliste et homme politique qui œuvre pour Le Citoyen. Et on continue avec Romain Martin, l'entrepreneur qui a inventé une nouvelle manière de consommer. Vous allez le découvrir. Bonsoir Romain Martin. Bonsoir Judith. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonsoir à tous. Alors Romain, vous avez fondé avec 4 associés l'entreprise Murphy en 2017, c'est bien ça ? Ouais, exactement. À la fin de l'année 2017, au début, on concevait des logiciels, puisqu'on était on est toujours une bande de 5 ingénieurs. De geeks. De geeks, ouais, exactement. D'accord. Et puis progressivement, on est passé du logiciel au lave-linge, à l'électroménager. Et alors, c'est une bande de 5 copains qui se sont rencontrés sur les bancs de l'école, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais, sur les bancs de l'école, au début de notre vie professionnelle, j'ai rencontré Guy, un de mes associés, en classe préparatoire à Nice, d'ailleurs. D'accord. Ouais, au tout début, donc. Ok. Alors, Murphy, c'est le spécialiste de l'électroménager reconditionné. On achète un matériel comme neuf et éco-responsable. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est un matériel comme neuf et éco-responsable, s'il vous plaît, Romain Martin ? Ouais. Alors, Murphy, déjà, c'est l'entreprise qui veut en finir avec les montagnes de déchets électroniques que nous produisons dans l'électroménager. J'avais noté qu'il y avait 55 000 lave-linges qui sont jetés par mois en Ile-de-France. Exactement. Ouais. Et à l'échelle de la France, ce sont 20 millions de machines jetées chaque année dans le gros électroménager. Donc, le lavage, lave-linge, la vaisselle, qui ne sont pas recyclés cuisson. En fait. Oui, exactement, qui sont envoyés dans les filières de recyclage avec les défauts les défauts qu'on connaît. Donc on garde le plastique et puis on enfouit une bonne partie, on récupère ce qu'on peut récupérer des métaux. C'est quand même un process qui est assez énergivore, qui produit du déchet et nous on considère que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. D'accord. Donc comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? On a un service de réparation à domicile avec des techniciens qui viennent chez vous et qui réparent les machines qui tombent en panne, de gros électroménagers. D'accord. Et comme vous disiez, un service de reconditionnement où dans nos ateliers, on va retaper complètement des machines qui auraient fini à la poubelle sans nous. Donc on les répare, on les nettoie et puis ensuite on les vend avec des bons niveaux de garantie. Et alors vous les réparez avec des pièces que vous allez les récupérer sur des machines qui ne sont plus utilisées, c'est ça ? Ouais, exactement. En fait, on a développé un service de collecte où des petits camions viennent chez vous pour récupérer les machines dont vous voulez vous débarrasser. Alors vous écoutez ça, chers auditeurs, les machines dont vous voulez vous débarrasser, il faut appeler Murphy. C'est d'utilité publique. Voilà, c'est ça. C'est important de l'entendre. Alors, est-ce qu'il fait la machine à laver et la machine à laver la vaisselle ? Oui, alors on fait l'électroménager, le donc gros électroménager. Ouais. Frigo, congélateur, four, plaque de cuisson, plaque à induction, vraiment tout ce qui est chez vous et qu'il est difficile de déplacer dans des ateliers pour être réparé. C'est un cercle vertueux finalement ce que vous faites. Ouais, c'est une vraie boîte de l'économie circulaire avec une mission environnementale et aussi une mission sociale. Je pense qu'on va en parler puisque on va parler de l'académie aussi. Voilà, on a tout un désir de revaloriser les filières techniques aussi. Allez-y. Voilà, donc en fait, le métier de technicien, c'est un métier qui a failli se perdre, qui a pas eu le vent en poupe. Qui pourtant est un métier d'avenir. Bien sûr, c'est un métier qui est essentiel dans ce qu'on appelle le monde de demain, puisqu'on va en avoir besoin pour avoir la force vive de l'économie circulaire dont tout le monde parle. Et donc, une des missions phares de l'entreprise, c'est aussi de revaloriser ce métier, de revaloriser les filières techniques en général via une école, un centre de formation qu'on a monté en interne et qu'on développe c'est une première, depuis... ça, Ouais, exactement. Ouais, alors, vous les formez justement, ça c'était mes questions de bien après, mais c'est pas grave, on va enchaîner là-dessus. Vous les formez justement, ces techniciens, alors évidemment à la technique de réparation, mais chose très importante et notoire, au service.
Absolument. Parce que ça change tout quand même. Absolument, Judith. Puisque ce qu'on veut faire, c'est transformer des habitudes de consommation. Excusez-moi. Pour transformer des habitudes de consommation et pour redévelopper le réflexe de réparation qui a été perdu, ce qu'il faut faire, c'est développer un service exceptionnel. Il faut absolument que le technicien, quand il vienne chez vous, à la fin de la réparation, vous vous dites « Waouh, c'était exceptionnel ». Depuis le moment où j'ai réservé en ligne, en quelques clics, l'intervention d'un technicien qui peut venir 24 heures plus tard sur des créneaux de 2 heures, puisqu'on développe des créneaux de 2 heures pour fluidifier l'expérience de réparation, jusqu'au moment donc où le technicien part de chez vous. On a vraiment envie de développer... de susciter un effet qu'on appelle wow, de façon à ce à ce que ensuite vous en parliez à tout le monde autour de vous et que vous parliez du service et qu'il y ait un effet boule de neige qui se produise autour de ça. Alors moi j'ai eu envie de vous inviter, Romain Martin, parce que je vous raconte ça aussi à vous, Jean-Marie Cavada, parce que Romain Martin quand même il a 28 ans, il a monté sa boîte il y a il y a pas très très longtemps, et ils ont quand même fait 3,5 millions de chiffre d'affaires, je peux le dire parce que c'est sur Internet, en 2020. Et j'ai lu également que vos projections pour 2021 flirtent avec les 12 millions. Comment est-ce qu'on fait à 28 ans pour monter un projet qui fonctionne aussi bien, et comment est-ce qu'on fait pour le vivre en fait derrière, pour le vivre dans les bonnes conditions, on va dire, ça se fait progressivement. Je vous disais qu'on est une bande de geeks. Au départ, on développait des logiciels. Quand on a compris, et donc on développait des logiciels pour des entreprises qui gèrent des opérations de services après-vente. On a bossé pour Boulanger et leur réseau de techniciens en particulier qui s'appelle Solvaria. Grâce à ça, on a compris et on a mis le doigt sur un problème phénoménal qui est donc celui de la surconsommation dans le gros électroménager. Et puis, on s'est dit que pour avoir un impact maximal, il fallait devenir nous-mêmes réparateurs. Parce qu'il y avait un beau problème à résoudre et potentiellement un marché énorme. 20 millions de machines. En fait, il n'y avait pas d'acteurs spécialisés en réparation hors garantie avant Murphy. D'accord. Puisque vous concurrencez Darty directement, en fait. On concurrence directement l'industrie du neuf. C'est ça. C'est un message d'ailleurs très fort. Puis il y a aussi une autre chose qui différencie Murphy, c'est que vous proposez 2 ans de garantie sur le matériel. Oui, alors on aimerait bien aller jusqu'à 2 ans de garantie. Aujourd'hui, ce sont des extensions de garantie qui peuvent aller même jusqu'à 3 ans. Et demain, ce sera à chaque fois... En fait, on mettra 2 ans de garantie à l'achat pour tout le monde. En disant, là encore, nous sommes des professionnels, on sait ce qu'on fait, donc on est capable de garantir pendant 2 ans des machines reconditionnées de la même manière que l'industrie du neuf, puisque les process de reconditionnement incluent aussi la modification des pièces d'usure, etc. Jean-Marie Cavada, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis convaincue. Il y a 2 choses qui me frappent. D'abord, Romain a raison, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom. Bien que je vous découvre ici pour la première fois. Vous avez raison, et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout d'une certaine manière, c'est-à-dire que la filière ingénieur elle est sous-diplômée, sous-rémunérée et sous-considérée. Donc ça, c'est très important. Par opposition aux Allemands, par exemple. Que vous ayez un master en Allemagne ou que vous soyez ingénieur, vous avez une équivalence de traitement, y compris social. Socialement, oui. Donc c'est vraiment très important. Et la deuxième chose, ce que j'aime beaucoup, alors ça se vérifie bien entendu, puisque il faut que tout ça marche, mais c'est d'ajouter la qualité du service à la technicité du service. Vous savez réparer, maintenant il faut que ce soit fait aussi dans des conditions remarquables, y compris la garantie, je trouve que c'est bien. D'ailleurs, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que je vous demande une carte à la sortie de ce studio. Tant mieux, c'est fait pour ça. Et donc, pour reprendre l'histoire, je vous disais que ça s'est fait progressivement, donc on est passé d'une bande de geeks à des réparateurs, puisque au début... Vous êtes formé aussi, du coup, à la réparation. Oui, on s'est formé. Alors, on s'est formé en mode autodidacte, sur Internet, en regardant ce qu'il y a dans les machines, aussi en achetant des machines, en les démontant pour essayer de comprendre. D'accord. Et puis après, pendant 6 mois, on a été nous-mêmes réparateurs avec mes associés. D'ailleurs, ça me fait ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le fait qu'un bon patron doit être aussi terrain, ça a résonné pas mal avec cette histoire-là, puisque pour comprendre le métier de technicien et pouvoir l'organiser, il fallait le faire. Donc je vous disais, ça s'est fait progressivement, on a été réparateur, puis petit à petit, on a recruté 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Vous êtes à combien aujourd'hui là ? Aujourd'hui, on est 198 dans l'entreprise. C'est excellent. 198 avec une 60aine de personnes en cours de formation, puisque je vous le disais, ce qui a fait sens ensuite dans l'histoire du développement de la boîte, ça a été de créer une école pour
se libérer d'une contrainte très forte qui est le manque de compétences sur le marché du travail. Et d'ailleurs, Romain Martin, suite à la crise Covid, dans cette académie, vous avez eu beaucoup de reconversions, en fait, des gens qui avaient des chemins autres, ou dans la restauration, ou DJ par exemple, j'ai vu, et qui sont devenus techniciens, c'est ça ? Ouais, exactement. On a un ancien DJ dans la première promo. Ça doit chanter dur sur vos chantiers de réparation. Ouais, ça doit être marrant, ouais. Et on a aussi, comme ça, pas mal de secteurs impactés par la crise. Comme par exemple tous les métiers liés à la restauration. Ouais. On a 4-5 personnes qui étaient serveurs ou barman. Exactement, et qui apprennent aujourd'hui le métier de technicien. Et ça fait sens, puisque c'est un métier de service. Et quand on a eu l'habitude de servir des gens et qu'on a cette appétence, cette intelligence relationnelle, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche dans notre école. On a aussi un ancien réparateur d'avions de chasse. Ah ouais, figurez-vous, retraité de l'armée. Le problème, c'est que toutes ces pièces sont grandes et grosses, c'est ça. Jean-Marie Cavada. Mettre un turboréacteur dans un réfrigérateur, ça ne se fait pas. C'est compliqué. Jean-Marie Cavada, pardon. J'aime bien l'histoire que ce monsieur raconte. Ah oui, j'aime bien. Parce que je vous vois très, très incarné là-dedans. C'est intéressant parce qu'il y a aussi, finalement une entreprise qui marche. C'est une entreprise, effectivement, qui prend soin de son personnel, donc qui sait aussi le former. Et c'est aussi une entreprise qui travaille son image de marque, le service, etc. Aujourd'hui, ça passe par les réseaux. Est-ce qu'il y a une clé pour mieux se faire voir, ou de la meilleure manière, selon vous, Jean-Marie Cavada, sur les réseaux en général, ou peut-être que d'ailleurs vous, Romain Martin, vous allez pouvoir répondre à cette question. À vous l'honneur. À vous l'honneur. Nous, on a une composante digitale qui est assez forte, puisque, encore une fois, on est une bande de geeks. Oui. Donc, en effet, on développe des techniques d'acquisition modernes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Vous parlez en Instagram. termes de formation ? Non, alors là, je parle vraiment de visibilité. Ouais. Donc, comment est-ce C'est quoi vos techniques ? Alors tout simplement, on fait de l'acquisition client, on utilise ce que vous décriez tout à l'heure sur le fait que Facebook, par exemple, est capable de définir des profils assez précis d'acheteurs potentiels. Et ça, vous le faites, vous. Et donc, on utilise ces outils qui sont franchement... qui vous permettent de cibler les... S'il n'était pas si sympathique, je Jean-Marie dirais quelle honte. Non, mais en revanche, il l'utilise parce que c'est disponible. Le jour où ça n'est plus disponible, il y a autre chose. Je vous suis complètement sur l'impérieuse nécessité ensuite d'être capable de rester souverain sur ses propres données. C'est-à-dire que grâce à la RGPD, aujourd'hui, on peut, par exemple, demander à Facebook d'effacer complètement les données qu'ils ont collectées qu'on a bien voulu leur donner, d'ailleurs. Oui, sans qu'on soit sûr qu'ils le fassent. C'est ça mon problème. Romain Martin, Jean-Marie Cavada, cette conversation est passionnante. On va se retrouver dans pas longtemps, juste après ça. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bienvenue dans C'est excellent sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez ce soir, nous sommes en compagnie de l'homme de médias incontesté, Jean-Marie Cavada, et d'un entrepreneur à la vision éclairée, Romain Martin, à la tête de Murphy. Jean-Marie Cavada, vous avez posé une question hors antenne que je vous demande, s'il vous plaît, de réitérer. Je vais sortir mon nez du réfrigérateur et de la machine à laver, parce qu'il y a des composants, naturellement, et il y a beaucoup de numérique aussi. La question, c'est: est-ce que vous avez des difficultés à vous approvisionner en machines qui sont, comment dirais-je, périmées, si je puis dire, donc qui doivent être dépannées? Et comment vous faites? Parce que ça, c'est aussi un marché qui, à mon avis, doit être extrêmement fermé. Et il faut y aller avec un blouson en zinc, non? Ouais, c'est une excellente question. En effet, c'est un marché qui est assez verrouillé, celui du déchet. Alors pour nous, ce sont des ressources, mais cet accès à ces ressources-là est difficile. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a développé un service qui permet aux gens de nous les donner. Voilà, c'était la question. Oui. Voilà, donc c'est un peu comme Emmaüs, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. On récupère environ 400 machines par semaine actuellement. C'est pas mal quand même. Dans notre atelier de Bobigny, simplement. Ensuite, on a 3 autres ateliers. Vous avez des antennes nationales aussi, C'est ça, on a 3 autres ateliers qui sont des vrais outils industriels de 2500 mètres carrés, où on est capable de produire plusieurs centaines de machines par mois. On est basé à Lyon, à Lille et à Nantes. D'accord. Et on a un service sur la partie réparation à domicile qui est national. Qui est effectué d'ailleurs par des techniciens qui sont des techniciens et des techniciennes, puisque l'académie et le centre de formation, exactement. J'adore l'idée, moi. Le centre de formation va nous permettre de féminiser le secteur. C'est quelque chose qui est important pour nous. Ouais. Et donc je disais des techniciens et des techniciennes qui sont recrutés 100% en CDI.
Alors pour compléter la question sur la ressource, ce dont on aurait besoin, c'est une législation qui va dans le sens du réemploi, plutôt que dans le sens du recyclage, puisque le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, et on pense que les acteurs en charge de la collecte, aujourd'hui, qui sont les éco-organismes mandatés donc par l'État, devraient avoir des objectifs de réemploi beaucoup plus forts, ce qui permettrait à des entreprises de l'économie circulaire comme Murphy d'avoir un meilleur accès à cette ressource. Il faut qu'on en reparle. Ouais. Il faut qu'on en reparle. J'aime bien quand le lien se crée dans mon émission. Non, mais on n'a plus besoin de vous, on est tous les deux, on est tranquille. Cavada et Romain Martin, tout à fait. Romain Martin, monter une entreprise telle que Murphy ou tout autre d'ailleurs, c'est un défi, une prise de risque incontestable. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie ? C'est une excellente question, Judith. J'ai choisi cette voie parce que je me reconnaissais pas dans la voie qui était qui m'était destinée. Voilà. C'est-à-dire que je me suis retrouvé au début de ma courte carrière à travailler en costume tous les jours dans le siège social d'une grande entreprise de construction et j'étais simplement pas heureux. Ce qui m'a poussé à faire ce que j'avais envie depuis le départ, à savoir entreprendre. On peut questionner cette notion de risque parce qu'il faut dire qu'on vit dans un pays qui est quand même extraordinaire dans le sens où Pôle emploi peut financer pendant 2 ans des entrepreneurs qui ont déjà travaillé avec l'ACRE et tout ça, c'est ça, avec le système des allocations, du chômage et je peux vous dire qu'à 26 ans en ayant pour moi, Pôle emploi est clairement le plus grand accélérateur de start-up de France, puisque ce sont des conditions pour les entrepreneurs qui sont incroyables. Pendant 2 ans, à 26 ans, j'étais rémunéré suffisamment. Après une seule expérience en plus, exactement, c'est ça, après une seule expérience, j'étais rémunéré suffisamment pour développer l'entreprise. Mes associés étaient dans le même cas que moi, et c'est ce qui nous a permis de faire notre première levée de fonds à l'été 2019, donc sereinement. Bravo. Jean-Marie Cavada, est-ce qu'il faut incarner une idée pour arriver à la faire naître ? Il faut vraiment l'incarner, la vivre, dormir avec, manger avec, se lever avec. Comment ça se passe ? Oui, c'est une obsession religieuse pratiquement. Moi, j'ai la chance au fond d'avoir fait dans ma vie des étapes qui toutes me préparaient à ça, d'une certaine manière, venant de là d'où je viens, c'était il y a de nulle part, venant d'une immigration espagnole supposée, on n'est même pas sûr, puis de l'assistance publique, puis d'une ferme pouilleuse. Vous avez été élevé par la République française, en fait. Totalement. Je suis une page de pub vivante pour les bienfaits de la République. Elle m'ont nourri, habillé, boursier, et puis ensuite le reste est... Et vous lui avez bien rendu. En tout cas, une partie. Et vous continuez à le faire, d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce que la transformation de la société suppose qu'il y ait des pôles fixes. Est-ce que nous sommes dans une société qui va changer ? Oui et non. C'est comme à l'invention de l'électricité, c'est comme à l'arrivée du chemin de fer. Vous disiez, c'est cyclique. C'est cyclique. Ouais. C'est comme à l'arrivée de l'atome. Alors, comme le numérique, c'est comme l'atome. L'adret, comme on dit dans la montagne, c'est-à-dire la partie qui reçoit le soleil. C'est bien. Le numérique a modifié nos vies et les a facilitées. Bien entendu. L'avers, c'est-à-dire la partie négative, c'est ce capitalisme, je dirais l'impérialisme du dollar vert, mais je pourrais dire l'armée rouge chinoise numérique, c'est la même chose, qui est un instrument de contrôle de masse. Mais il faut réduire ces systèmes à l'état d'outils ou de services. Ça n'est que ça. On ne va pas abandonner la nature humaine au motif que les ingénieurs mathématiciens, algorithmes, etc. Ont facilité notre vie. De même que l'atome, c'est bien pour tout ce qui concerne tout un tas de secteurs, y compris la santé. C'est un désastre, comme on l'a vu à Nagasaki et à Hiroshima. Eh bien, c'est un même passage. Nous sommes au même moment. L'histoire est un balancier et il dépend de la vertu au sens latin du terme, de la force des femmes et des hommes qui sont des citoyens ou des gens qui pensent ou des gens qui y agissent. Et de la jeunesse, comme Romain Martin. Oui, mais la jeunesse, elle n'a pas plus de mérite que la vieillesse, je veux dire. Il ne faut simplement pas qu'ils se mettent... Il ne faut pas qu'ils deviennent idolâtres. Et je lance vraiment régulièrement un appel, d'ailleurs j'envisage très sérieusement de trouver les moyens d'aller enseigner dans les écoles. Méfiez-vous du numérique puisque vous l'aimez beaucoup. C'est très juste. Apprenez à vous en servir. Ça n'est qu'un outil. Vous, Romain Martin, donc chez Murphy, on a parlé de la réparation, du circuit vertueux pour l'électroménager, etc. Vous avez l'intention de vous développer sur d'autres sujets, justement, à venir ? Oui, c'est là encore une question intéressante. En fait, on a envie de se positionner comme une entreprise de l'économie circulaire qui prend une place majeure dans la manière dont... Un acteur principal, quoi. Exactement, un acteur principal qui prend une place majeure dans la manière dont on consomme l'électroménager.
Bon, une manière de boucler la boucle, peut-être, ce serait un jour de concevoir nos propres machines et de les concevoir de façon à ce qu'elles soient réparables. Avec du matériel de récup aussi ou pas ? Pourquoi pas, mais je dirais dans la conception, de penser au technicien qui, plus tard, va la réparer. Parce qu'une machine va tomber en panne, c'est une fatalité, hein, c'est une palissade de le dire. Toute machine sur le marché finira par tomber en panne. Et, même chez les GAFA. Exactement. Ça tarde. Et donc la question, c'est comment est-ce que on conçoit du durable et du réparable. Ça, c'est une question, à mon avis, dont les fabricants ne s'emparent pas suffisamment. C'est ce qu'on faisait il y a 30 ans, en fait, hein, le durable et le réparable, plus qu'aujourd'hui. Il y a 30 ans, on faisait plus de durable. Peut-être pas forcément réparable. Peut-être pas forcément du réparable. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que... Jean-Marie Cavada. Oui, c'est comme je pense à l'automobile quand je vous écoute. Vous mettez votre nez maintenant dans une voiture, dans le moteur d'une voiture, autant refermer tout de suite le capot. Vous n'y pourrez rien ou pas grand-chose, à part changer la courroie, si tout va bien, et encore, c'est pas accessible. Ne me demandez pas à moi. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a une réflexion à avoir sur les consommables, sur la façon de l'accès à la réparation. Vous avez raison. Mais complètement, vous regardez... un lave-linge, par exemple. Tous les lave-linges ont ce qu'on appelle une pompe de vidange, qui est un petit moteur qui permet d'évacuer l'eau. À chaque référence de lave-linge, pour chaque marque, pour toutes les marques qui existent sur le marché, la pompe de vidange est différente. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être utilisée d'une référence à une autre. Ce qui, en termes de réparation, est une absurdité. Oui, mais en termes commerciaux, c'est un argument pour éliminer l'envie d'aller acheter, l'envie de se faire réparer ailleurs. En réalité, c'est ça. Alors justement, j'ai une question là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'un consommateur qui d'habitude va aller s'acheter une très belle machine toute neuve chez Darty va venir chez Murphy à la place ? Comment vous faites pour l'attirer, le consommateur ? Pourquoi il va s'acheter une machine reconditionnée à la place d'une machine neuve ? Là encore, c'est une très bonne question. Je pense que l'argument... Je pense que l'argument de responsabilité et que l'argument éco-responsable n'est pas l'argument principal et il ne faut surtout pas axer ça là-dessus. Je vous invite à regarder nos récentes campagnes de publicité qui disent globalement 85 €, ce qui est le prix de notre forfait de réparation, et vous n'avez pas besoin d'acheter une nouvelle machine. Donc ce qu'on dit, c'est véritablement... Ça coûte moins cher, quoi, en fait, tout véritablement, on est en concurrence devant l'industrie du neuf. Plutôt que d'acheter un lave-linge à 400, 450 ou 500 €. Vous allez le vendre 40% de moins, vous, c'est ça, Voilà, exactement. On va le vendre 40%, 50%. Et il sera dans le même état, en fait, de fonctionnement. Oui, et donc là encore, vous parliez des 2 ans de garantie, c'est un message très fort qu'on aimerait passer, et de dire, nous vendons nos machines reconditionnées avec les mêmes garanties que le neuf. Bon, il y a un peu de travail avant. Il y a un autre argument intéressant, c'est qu'on prend des habitudes sur une machine. Quand on change de machine, on change d'habitude. Et c'est difficile à acquérir une nouvelle habitude. C'est vrai, là, il y a un argument. Votre machine... À noter, Romain Martin. Je sens qu'ils vont se revoir en antenne tous les deux. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Avec moi, dit Romain, votre machine vous sera fidèle, c'est ça. Alors, on va en venir à la question que j'aime poser, que j'ai volée à Laurent Vimon, le PDG de Century 21, qui l'avait posée sur Twitter, que je pose à tous mes invités, dont j'aime beaucoup les réponses. Jean-Marie Cavada, que dirait l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu ? J'ai beaucoup veillé, j'ai biologiquement, j'ai pas énormément de mérite, c'est en moi. J'ai veillé biologiquement à ne pas perdre ou l'émerveillement ou la fantaisie, ou parce que je ne suis sérieux qu'en apparence, Dieu merci. Vous êtes un émerveillé, ça c'est clair. Vous êtes un passionné, Jean-Marie Cavada. Oui, bien sûr. Mais... Vous l'étiez déjà tout petit, en fait. Oui. À l'âge de 6 ans, les gens qui m'élevaient prétendaient que j'avais une vue sur la façon d'exploiter la ferme. Ça ne devait pas aller bien loin, mais enfin quand même. Oui, non, je n'ai pas énormément de mérite. J'ai beaucoup entendu ce que me disaient des gens sérieux, ou en tout cas bienveillants, par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie et à toutes les étapes de ma vie. Oui. Mais je n'ai pas énormément de mérite, si ce n'est d'être obstiné, assez têtu. Pour le reste, je suis capable d'entendre presque tout. J'aime bien. Mais cet enfant-là, qu'est-ce qu'il en dirait alors ? Il est là, vous êtes là où il avait envie d'être ? Écoutez, il vous répondrait que maintenant que tu as fini d'apprendre, essaye de commencer à faire. Oh, c'est beau, mais dis donc, vous en avez fait des choses quand même. Vous n'avez pas fait qu'apprendre, Jean-Marie Cavada. Non, mais moi, je veux bien apprendre à votre niveau, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'était des étapes qui m'amenaient au bien public. À la citoyenneté. Je suis un de ceux qui, il y en a beaucoup, et de plus puissants que moi, mais qui veillent
à la non-destruction du bien public, eh ben, regardez bien, c'est la colonne vertébrale qui m'a été offerte durant toute ma vie. C'est très juste. Et vous, Romain Martin, même si l'enfance n'est pas très loin, pardon, c'était la blague. Enfin, si vous voyez la barbe, elle s'éloigne. Ouais, il a la barbe. Alors, qu'est-ce qu'il dirait l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu? Vous êtes là où vous vouliez être tout petit? Je pense qu'il serait surpris. Il serait étonné, il me dirait, mais pourquoi vous vouliez être quand vous étiez petit? Je pense que je voulais faire comme papy, ingénieur en génie civil, et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc l'enfant que j'étais me dirait, mais pourquoi est-ce que tu es passé des ponts au lave-linge? Je pense qu'il serait vraiment surpris. Et je lui expliquerai calmement que l'important, c'est de se sentir aligné avec soi. Et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression délicieuse de participer à changer le monde et à faire de ce monde-là un monde peut-être un peu plus un peu meilleur, responsable, un peu plus, c'est ça, un peu plus. Et c'est en contribuant comme ça avec des, bon, je vais dire une goutte, mais en l'occurrence vous c'est pas vraiment une goutte, mais c'est toutes ces petites gouttes là qui vont faire que le monde effectivement évoluera dans le bon sens. Donc c'est un appel à la citoyenneté et à l'engagement de tout le monde ce soir sur Sud Radio. Merci à tous les deux d'être passés par les studios de Sud Radio. Merci à vous surtout. C'était une très belle émission. Merci. Alors Romain Martin, je rappelle que Murphy c'est murphy.com avec FY, c'est ça? Oui, c'est avec FY. En revanche, c'est murphy.fr. .fr, autant pour moi. Tandis que IDF Rights, c'est .org. J'allais y venir. Oui, je suis sûr. Voilà, c'était excellent. Merci à tous pour votre écoute fidèle. Merci à tous les deux. C'est excellent sera de retour dimanche prochain à 19h précise pour encore plus d'excellence. Merci à Lucille Montier qui réalise cette émission, à Méloane Rock et aussi à Laura au web, à Sud Radio évidemment et toutes ses équipes. La playlist C'est excellent et toutes ces émissions est à retrouver en podcast et en vidéo sur le site de la radio, sudradio.fr, bien.fr cette fois-ci, la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux évidemment. Bisous les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent.